Bonjour. Comme vous le savez, j'ai l'ambition cette année de traiter de l'archéologie de la production dans les villes romaines en partant de l'exemple de Pompéi, où j'ai personnellement pratiqué des fouilles depuis une quinzaine d'années. Cette thématique me donne aussi l'occasion de comparer ce qui se passe à Pompéi avec ce que l'on constate ailleurs en Méditerranée. Nous avons vu au mois d'octobre quel était l'état de la documentation sur l'Afrique du Nord, avec la présentation de Touata Amraoui, qui n'a pas masqué les énormes lacunes de nos connaissances, qui concernent surtout l'Antiquité tardive, qui est bien représentée notamment en Algérie. Nous verrons dans 15 jours quelle est la situation en Italie du Nord, avec la présentation que fera Maria Stella Busana, qui est professeur à l'Université de Padova. Et aujourd'hui, c'est Madame Yolanda Peña Cervantes qui va brosser un tableau de l'artisanat urbain dans la péninsule ibérique. Pourquoi ai-je précisément demandé à Yolanda de nous proposer cette synthèse? C'est que j'ai été frappé par sa connaissance précise de l'état de la documentation archéologique sur l'archéologie de la production en Espagne et au Portugal. Elle a acquis cette connaissance de deux façons. D'une part, c'est une archéologue de terrain, tout terrain, oserais-je dire. Elle a fouillé en de nombreux endroits de la péninsule ibérique, notamment à Complutum, dans la ville minière de Sisapo, au sud de Madrid, dans le quartier visigothique de Toledo, dans la villa de Veranes, près de Gijón, et dans l'énorme palais rural romain de Carranque, près de Tolède. En Italie, elle participe aussi aux fouilles d'un autre palais ô combien célèbre, la villa d'Adrien à Tivoli, certainement le palais rural le plus vaste et le plus impressionnant de l'Empire romain. D'autre part, sa thèse remarquable et remarquée sur la production du vin et de l'huile en Espagne lui a permis de tamiser, si j'ose dire, un grand nombre de publications archéologiques à la recherche de pressoirs. Mais elle y a trouvé aussi toutes sortes d'autres vestiges d'installations de production. L'ouvrage qu'elle a publié, après avoir passé sa thèse de doctorat, qui s'appelle Torcularia, la production de vino et aceite en Espagne, publié en 2010, fait désormais autorité en la matière car elle a réussi à synthétiser les enseignements de fouilles de plus de 500 installations de production de vin et d'huile s'échelonnant de la période ibérique à l'époque visigothique. Yolanda Peña a continué sur sa lancée en intégrant les nouvelles découvertes dans une série d'articles plus récents qui complètent sa synthèse. Et elle s'est bien entendu intéressée aux productions urbaines de vin et d'huile et progressivement aux autres artisanats, car d'une part, il existe des synergies entre, par exemple, la production de vin ou d'huile et celle des amphores ou des meules, et d'autre part, parce que la recherche des pressoirs, comme je vous l'ai dit, a conduit à s'intéresser et à critiquer les vestiges d'autres artisanats. C'est ainsi qu'elle a intégré le programme sur l'artisanado et el comercio en la ciudad de Barcino, estudios de sus evidencias arqueológicas en época romana, un programme qui est soutenu par l'Ayuntament de Barcelone, c'est-à-dire la commune de Barcelone. Ce programme donne de nombreux éclairages sur une ville qui est un peu mieux connue que d'autres, et elle nous en parlera, bien entendu. Je lui laisse maintenant la parole pour qu'elle nous présente l'état de la question sur la péninsule ibérique, puis je la tourmenterai de questions. Madame Yolanda Peña a accepté de faire sa présentation et de répondre à mes questions en français. Mais il doit être bien clair pour vous que les difficultés linguistiques nous ont contraints à préparer les questions et les réponses afin que vous puissiez suivre nos débats. Yolanda, c'est à toi. Merci.
Bonjour, c'est un grand honneur pour moi de présenter aujourd'hui au Collège de France une conférence à côté de l'un des plus grands spécialistes en la matière. Permettez-moi de vous remercier, professeur Jean-Pierre Brun, pour votre invitation. Je dois commencer par une rectification au sujet de ma situation professionnelle. À ce moment, je ne travaille pas pour l'Université de Madrid, comme indique dans la fiche du cours, mais pour l'Universitat Isabel I et pour l'Institut d'archéologie de Catalunya. J'articulais ma présentation en 3 thèmes. D'abord, nous analyserons l'état des connaissances sur l'artisanat urbain dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire au Portugal et en Espagne. Dans un second moment, je présenterai un bilan archéologique des diverses productions artisanales et agricoles que nous trouvons dans les villes antiques de la péninsule, en portant une attention particulière à celles qui laissent des vestiges archéologiques indubitables que nous analyserons plus au fond. Pour finir, nous prendrons l'exemple de la ville de Barquino, l'actuelle Barcelone. Cela me permettra de présenter les projets que nous réalisons avec les services d'archéologie de l'Emari de Barcelone dans le but et de déterminer les fondements économiques de la ville durant l'Antiquité. Nous allons commencer par rappeler l'histoire de ces études en soulignant leur attention portée aux métiers urbains au cours de ces dernières années. Mais cet intérêt a commencé bien plus tôt stimulé en Italie par les découvertes de Pompéi dans le Xe siècle sur les recherches de l'Ain-Loing en 1939, puis de Jean-Paul Morel sur l'artisanat larron et dans les villes italiques, suivi plus récemment des travaux de Nicolas Montex à Herculano et de l'équipe du Centre Jean Bérard à Pompéi qui ont donné lieu à la série de publications de l'archéologie de l'artisanat antique que nous avons ici dans l'écran. À un niveau plus général, les recherches et les publications du programme Roman Economy Projet de l'Université d'Oxford, dirigé par Alain Baumann et André Wilson, on porte sur divers aspects de l'économie urbaine. Ils se sont notamment attachés à quantifier autant que faire se peut le volume de production et d'échanges replaçant l'artisanat urbain au cœur du fonctionnement des villes. Il en est de même le travail sur les boulangeries de l'Antiquité et du Moyen Âge illustrés par David Peacock et Nicolas Montex à Pompéi. D'autres productions, telles que celles de vin, d'huile, de parfums et de cuir, ont été illustrées par les publications du professeur Jean-Pierre Brun. Les arts du fer pour la production de céramique, de terre cuite pour la construction, des verreries et de métaux ont fait eux aussi l'objet de recherches très nombreuses, aboutissant à des monographies de fouilles, parfois à des synthèses au niveau d'une ville comme Lyon, mais pas encore des travaux embrassant la Méditerranée occidentale. En ce qui concerne la péninsule ibérique, aussi bien l'Espagne que le Portugal, il faut reconnaître que notre connaissance des productions urbaines est moins avancée qu'en Italie ou en Gaule. Nous pouvons toutefois nous appuyer sur d'importants travaux sur des productions essentielles de l'économie hispanique, les salaisons des poissons et la production de vin et d'huile d'olive. Nous comptons avec le travail de Lázaro Lagostena, la production de salsas y conservas de pescado de l'Hispania romana, publié en 2001, et le travail de Darío Bernal, Arqueología de la pesca en el estrecho de Gibraltar, publié en 2009, entre autres pour les salaisons de poissons. Pour le vin et l'huile, on pourra se reporter au livre Torcularia, la production de vino y aceite en Hispania, écrit par moi-même, publié en 2010. Un artisanat alimentaire typique de ville antique, celui qui associe les meuneries et les boulangeries, vient de faire l'objet d'une synthèse due à Macarena Bustamante et Javier Salido. Je vous renvoie à leur ouvrage Bustamante et Salido, 2014, Pristina Hispaniae, ici, Panaderías, Molinerías y Artesanado Alimentario en la Hispania Romana, publié par Montagnat. Par ailleurs, l'artisanat textile, dont le rôle fut fondamental d'amélioration du bien-être au cours de la fin de la République et le premier siècle de l'Empire romain, mais qui est si difficile à mettre en évidence d'un point de vue archéologique, a été étudié par Carmen Alfaro avec son œuvre Tejido y Cestería en la péninsule ibérica et par Alejandra Uscatescu,
qui a fait le point sur les teintureries et les fouleries de tissus, Fulonica et Historiae en el mundo romano. La documentation devenue foisonnante au cours de la dernière décennie a nécessité une mise au point sur la forme d'un colloque qui marque un tournant dans notre connaissance. En 2012, Darío Bernal de l'Université de Cádiz et Macarena Bustamante, alors en poste à l'Instituto de Arqueología de Mérida, ont organisé une rencontre scientifique intitulée Artifices idóneos, dont la publication a eu lieu en 2014. Ici le programme de l'écologue, ici la publication. Au cours de ces colloques, les chercheurs ont présenté leurs recherches sur diverses branches d'artisanat, beaucoup d'entre elles localisées dans les agglomérations urbaines. Ce travail collectif offre un nouvel état de connaissances sur la production des sceaux, les ateliers de sculpture, les ateliers de peinture, les ateliers de mosaïque, les ateliers numismatiques, les ateliers épigraphiques, l'établissement vinicole, l'huilerie, l'apiculture, les industries de salation des poissons, les meuneries et les boulangeries, l'artisanat de l'os, les poteries et les industries auxiliaires de l'exploitation minière et de l'armée. Cependant, beaucoup de lacunes demeurent. Ils sont dus à plusieurs causes combinées. Outre le désintérêt longtemps affiché sur ces questions par l'historiographie espagnole et portugaise, la première cause de ces lacunes vient de la rareté des fouilles attendues et systématiques, notamment à la périphérie des villes où se situent souvent des artisanats qui demandent de la place. Ensuite, des pans entiers de l'artisanat sont difficiles à identifier. Ce sont ceux qui utilisent des matières périssables telles que les bois, le textile ou le cuir, voire des préparations élaborées comme la fabrication de parfums ou de médicaments. Pour y répondre, il faudrait systématiquement pratiquer des tamisages à l'eau et des analyses biochimiques. En troisième cause de lacunes tient à ce que le déchet que nous éclairons souvent pour la nature de la production et des procédés de fabrication sont insuffisamment pris en compte. Une autre approche a consisté à réaliser des travaux spécifiquement dédiés aux villes hispaniques comme Cadetú. Deux villes ont fait l'objet de synthèses récentes. La première est Augusta et Mérida, aujourd'hui Mérida, à l'ouest de la péninsule ibérique. Ici, nous trouvons Mérida, qui fut la capitale de la province de Lusitania. L'étude de son économie a été réalisée par Macarena Bustamante en 2013 dans l'article El trabajo artesanal en Augusta y Mérida durante los siglos I al IV después de Cristo. Ce chercheur a montré que durant l'Empire romain, une forte activité artisanale était déséable près de la rivière Guadiana de part et d'autre des remparts, c'est-à-dire dans la frontière urbaine, surtout de la ville. L'autre ville qui a été étudiée de ce point de vue est la ville de Barquino, aujourd'hui Barcelone, située dans la province de Tarraconense. Cette ville, nous avons développé avec Carme Miró et son équipe du Service d'archéologie un projet subventionné par la mairie de Barcelone dont je présenterai le premier résultat dans la troisième partie de cet exposé. Dans la seconde partie de cet exposé, nous analyserons les activités artisanales et agricoles qui sont attestées dans les villes hispaniques. Nous commençons notre revue par les établissements vinicoles et les souleries présents en ville. Comme vous le savez, l'agriculture était le fondement de l'économie antique. Durant l'Empire romain, la plupart de la production de vin et d'huile se faisait dans les villages, selon l'exploitation agricole dispersée dans les campagnes. Il n'est pas besoin de rappeler ici l'énorme production de vin des domaines de la Tarraconense et l'huile dans ceux des Bétiques. Mais une part de cette production prenait place en ville, où il est souvent difficile de distinguer. Faute de documentation épigraphique si on a affaire à des productions artisanales, c'est-à-dire des transformations de produits agricoles réalisées par des professionnels traitant la récolte de plusieurs agriculteurs, ou bien il s'agit de productions domaniales.
c'est-à-dire du traitement dans les maisons de la ville des récoltes de l'exploitation agricole proche de la ville. Dans les provinces hispaniques, ce sont les vestiges les mieux connus grâce au travail réalisé depuis plus de décennies. Dans ce cas, on voit qu'il existe un nombre relativement élevé, ici, de ces installations de traitement de produits agricoles à l'intérieur des villes. Et elles sont surtout situées dans les régions bien connues pour leur production de vin et d'huile. Le côté méditerranéen, la vallée du Lèvre et la vallée du Guadalquivir. Il sera fastidieux d'énoncer ici la liste des villes où des installations vinicoles ou olicoles ont été mises au jour. Mais on peut prendre quelques exemples significatifs dans les villes de Munigua, ici, Conímbriga et Baetulo. Munigua, qui se localise ici, était une ville minière liée à l'exploitation du cuivre et du fer dans les collines bordant la vallée du Baetis. Et située à 10 km, ici nous voyons les rivières Guadalquivir, ici le site, Munigua. Il se trouve, il est situé à 10 km de la vallée de Guadalquivir. Son économie ne reposait pas seulement sur les traitements de métaux, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais aussi sur les productions diversifiées, dont celle de l'huile d'olive. C'était une petite ville couvrant seulement 4 hectares, dont le tissu urbain est articulé en terrasse, comme nous pouvons voir ici, fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle présente un grand phase constructif au cours de la période flavienne, témoignant de sa prospérité. Elle est abandonnée à partir du milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Dans cette petite ville, nous trouvons des Tuileries dans la maison 1 et dans la maison 2, tous les deux situés dans la zone centrale, proche du forum, que c'est ici. Dans la muraille édifiée au IIIe siècle, des contrepoids ont été réutilisés, qui témoignent d'autres tuileries urbaines qui n'ont pas été encore découverts. Sans aucun doute, l'un des pressoirs les mieux connus de la péninsule ibérique est le Torcularium de la maison 2 de Munigua, édifié au 1er siècle de notre ère. Construit en opus latericium, c'est-à-dire à briques, cette tuilerie utilisant un brogère à olive à mêle horizontale, ici, probablement ce que Columel appelait mola olearia, antidominant helvétique et un morétan tangitan. La pâte obtenue par brossage des olives était ensuite pressée avec un appareil à levier, ici le contrepoint, ici le son des pressoirs, utilisant pour sa manœuvre une invention, la vie, qui s'était répandue en Vétique de la période augustéenne. Comme cette tuilerie est reliée à une boutique, une taverne, ici, on peut penser soit qu'il s'agit d'un équipement domanien vendant en partie de sa production aux habitants de Munigua. La deuxième installation se trouve dans la maison 1, aussi avec une position centrale dans le plan de la ville. Ici, c'est la maison 1. Cette tuilerie, construite de la même façon, à la même époque, comportait un autre des jarres hémisphériques pour la décantation et le stockage de l'huile. Nous le verrons ici. Comme elle est située dans une chambre ouverte au péristyle, non reliée à l'extérieur, on peut penser qu'il s'agit ici d'une installation appartenant à propriétaire foncier et non à un artisanat. Nous avons les mêmes interrogations concernant la ville de Conímbriga, au Portugal actuel. Dans l'insula du Westphalique, voisin du Forum, une maçon comporte une pièce destinée à une activité productive et ouvrant sur le péristyle. Ici, nous trouvons les plans de la ville, ici, l'insula du Westphalique, et ici, ouvert à péristyle, l'installation industrielle. Il s'agit d'un fouloir à vent qui pourrait avoir comporté un pressoir à vie centrale. Ce dernier n'aurait pas laissé de traces, étant tout en voie. L'insertion de la pièce dans une maison relativement cossie
laisse penser qu'il s'agit probablement d'une production domaniale. Mais il faut rappeler qu'à Pompéi, il y avait des productions artisanales de vin que des tavernières faisaient pour leur clientèle. D'autres vestiges, tels qu'un contrepoids de passoires utilisés dans les remparts, assurent que d'autres installations de production de vin ou d'huile prenaient place dans cette ville de Conímbriga. Également liées à la viticulture, nous trouvons des installations à Baétulo, l'actuelle ville de Badalona, sur le littoral proche de Barcelone. Cette petite ville de 10 hectares, construite ex novo autour de 100 avant Jésus-Christ, était vouée à la production et à l'exportation du vin de la Tarraconense. On y fabrique notamment des amphores destinés au commerce maritime de vin, dont la production commence dans le 2e siècle avant Jésus-Christ et continue jusqu'à 2e siècle après Jésus-Christ, inondant la Gaule occidentale et l'Italie. Ici, nous pouvons voir le site où se produit des amphores et le vin de ce rang production commerciale de la Tarraconense. À Baétulo, deux installations de pressage ont été mises au jour dans 2 maisons situées sur les Cardo Maximus, une des artères principales de la ville. Ici, nous voyons les Cardo Maximus et le de Domus, où nous trouvons les structures de production de vin. Les 2 établissements vinicoles se trouvent à ciel ouvert. Dans les cas de la maison 1, les vestiges du pressoir sont associés à des amphores Pasquale 1 employés pour la commercialisation du vin. Ces 2 caves fonctionnent entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, précisément au zénith des productions de vin dans la province tarraconaise. Mais les phénomènes de la production urbaine de vin et de huile ne se limitent pas au Empire. Nous en trouvons de nombreux exemples au cours de l'Antiquité tardive. Par exemple, à Valentia, l'actuelle ville de Valencia, sur le littoral oriental de l'Espagne, les fruits d'Álvarez García sur la place de l'Almoina, correspondant ici à l'ancien forain, ont mis au jour une petite installation vinicole située dans une maison datée à partir de la moitié du IVe siècle après Jésus-Christ. Ici, les maisons où se trouve le pressoir. Mais il est possible que nous soyons là devant la manifestation d'une évolution significative du rôle de la ville et de l'artisanat urbain. En effet, comme nous le verrons aussi dans le cas de Barcelone, cette installation viticole semble liée à un établissement religieux. Il s'agirait, dans ce cas, de productions destinées à l'alimentation des clercs et à la messe. Une autre industrie alimentaire s'élève de la péninsule ibérique est celle des salaisons de poissons. Les vestiges en sont si impressionnants qu'ils ont donné lieu à une longue tradition d'études, qui commence avec les travaux de Georges Bonsor, puis de Michel Ponchic et Michel Tarradel, et qui continue aujourd'hui avec des chercheurs de premier plan comme Darío Bernal et Enrique García Vargas, entre autres. Nous ne disposons pas de catalogue à jour des installations de salaisons urbains et suburbains qu'on appelait setariae. Mais leur nombre est considérable et il s'agit de véritables manufactures comptant un grand nombre de cuves de salaisons et un non moindre nombre d'ouvrières. Rappelons l'importance de cette industrie alimentaire parce qu'il s'agit de conserves et rendent disponibles pour un prix relativement modique des protéines qui peuvent être utilisées toute l'année. C'était un apport essentiel à l'équilibre alimentaire de la population qui n'était non plus uniquement dépendante des productions locales. Ces salaisons commercialisées dans des amphores étaient disponibles partout dans l'Empire grâce au commerce bien organisé. Pour ce qui concerne les installations intramuros, nous pouvons prendre en compte, exemple, le setariae de Baelo Claudia, ici, près
de Cadiz. Baello Claudia était principalement une ville de pêcheurs étendant sur 13 hectares. Ici, nous voyons le plan général de la ville. Fondée vers le milieu du Xe siècle avant Jésus-Christ, elle a été occupée jusqu'au second siècle après Jésus-Christ. Dans cette ville, 9 installations de salation de poissons ont été dégagées dans la ville. Elles sont situées essentiellement dans les quartiers appelés de pêcheurs. Ici, plus des rivages et dans de nombreux cas, elles comportent un espace pour la vente du produit ouvrant dans la rue. De ces secrétariats ont été fouillés par Pierre Paris et Georges Bonsor dans les premières décennies du XXe siècle. Ici, nous les voyons, les secrétariats qu'ils sont trouvés. À ces installations, il faut ajouter les deux nouvelles découvertes par Dario Bernal et son équipe au sur de la porte d'Icarteia à l'intérieur de Rampant. Ici, les deux nouvelles installations. Ces nouvelles fuites offrent l'opportunité d'analyser ces industries utilisant des critères beaucoup plus complets que les techniques de construction. En effet, les secrétariats fouillés dans la première moitié du XXe siècle sont certains spectaculaires, comme nous pouvons voir sur cette photo. Mais nous n'avons pas la possibilité, du fait de l'ancienneté des agements, de faire des analyses chimiques et des études étiologiques. Cette difficulté a été résolue par de nouvelles fouilles. Les études étiologiques et des résidus ont permis de déterminer les poissons salés et les procédés utilisés pour mettre en conserve. Ici, nous voyons les analyses étiologiques. Elle permet aussi d'entrevoir les techniques de pêche. Nous pouvons continuer notre brève évocation des industries de salation hispaniques en rappelant les travaux sur l'installation des poissons de la ville de Gijón, située sur la côte de la mer Cantabrique. Ici, nous voyons cette ville. On a mis au jour une installation tardo-antique située extramuros, mais très proche de la porte de Rampant. Ici, nous voyons les localisations des secrétariats. Cet emplacement ne surprend pas. D'autres exemples sont connus à Troya, Sexy, Cartella, Cadiz et Malaca, entre autres villes de la péninsule. Passons maintenant à la production et au commerce du pain, qui est l'un des signes de la croissance des villes et la révolution par une spécialisation des métiers. Le couple formé par le ménerie et la boulangerie est désormais mieux connu. Nous avons assisté à un accroissement significatif de nos connaissances au cours des 5 dernières années, comme le montrent les études publiées par Salido et Bustamante, dont nous avons déjà parlé. Il reste toutefois que notre volume de connaissances est inférieur à celui d'autres régions de l'Empire. Il sera nécessaire de réaliser un travail sur les moulins similaire à celui publié par Samuel Longe-Pierre pour la Gaule narbonnaise. On connaît aujourd'hui les boulangeries à Italica, ici, Mérida, Torre Paredones, à Córdoba, et à Barquino. Signalons aussi à la nouvelle meunerie suburbaine, ici, à Anticaria, à la province de Malaga. Dans les suburbions d'Anticaria, l'actuelle ville d'Antequera, située en plein cœur de la province de Malaga, ici, dans l'intérieur, on trouve des installations artisanales situées le long de la voie d'accès à la ville, intercalées avec des enclos funéraires. Ici, nous voyons les voies, l'installation, et aussi nous pouvons voir les structures funéraires. Dans cet espace, hors de l'enceinte, se trouve une meunerie et une huilerie. Ici, l'huilerie, nous pouvons le voir, ici, le meunerie. Dans le cas de la meunerie, nous trouvons tous les éléments de broyage, mais il n'y a pas de four, ce qui implique que la meunerie vendait la farine à des artisanats boulangers cuisant le pain
dans le centre-ville. Nous attendons les résultats de l'analyse carpologique pour déterminer les produits transformés. Une autre industrie innovante, celle du verre, commence à peine à livrer des vestiges. Le tout réalisé par María Dolores Sánchez de Prado y Mario da Cruz, la producción de vidrio en Hispania, una versión actualizada, a recensé au moins 32 ateliers de verrières. Le plus antique, il s'étend au 1er siècle après Jésus-Christ. Tarraco, Celsa, Mérida, Braca Augusta, Augustóbriga y Astúrica Augusta montrent une preuve de la production de verre à cette chronologie. Au cours du IVe siècle après Jésus-Christ, il devient plus fréquemment tant en ville qu'à ses abords. Ce sont des ateliers secondaires où les verres attachés en lingots ou les verres brisés sont fondus pour souffler de nouveaux vases. Prenons l'exemple d'un atelier de verrier qui a été récemment fouillé dans le rue Sabater à Valencia, ici la ville de Valencia. Comme nous voyons à l'écran, il est localisé intramuros, ici nous localisons l'atelier, mais en marge de la ville. On y a trouvé un four avec des escories de verre installées dans une maison datée entre la fin du IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ. Ici, l'installation, ici les maisons. Un autre atelier de verrière de l'Antiquité tardive a été mis au jour dans la rue Honda à Cartagena, l'ancien Cartagonova. Ici, nous trouvons l'ancien Cartagonova. Dans cette ville, 3 ateliers de verrières sont situés dans le secteur nord-ouest de la ville. Nous le verrons ici, ici et ici. Le plus connu est celui que je vous montre dans l'image. Il fait partie d'une maison, mais nous ne pouvons pas déterminer quel est son lieu commercial. Paradoxalement, alors que les traces archéologiques que le sont pérennes et caractéristiques, que l'Espagne est par excellence le district minier de la République puis de l'Empire romain, l'une des filières industrielles les moins étudiées sur le terrain est celle de la métallurgie. Alors que nous disposons de tout anciennes recherches sur les mines, thème dans lequel c'est l'illustre Claude d'Homer, nous n'avons pas d'études thématiques sur le métallurgique des villes. Seulement quelques exemples exceptionnels dans certaines villes, comme dans le cas de Muniwa. La fondation de ces villes au 1er siècle avant Jésus-Christ fut causée par l'exploitation du cuivre. Mais à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, Muniwa devient un centre métallurgique de fabrication d'outils de fer. Nous trouvons un grand nombre de concentrations de ces scories, nous le voyons dans l'image, liées aux activités de forge qui ont fait l'objet d'études archéométallurgiques. Face à cette lagune difficilement justifiable et qu'il faudra combler dans les années à venir, nous connaissons relativement bien quelques ateliers qui travaillent l'os pour faire des objets de la vie courante, tels que des épingles, mais aussi des charnières utilisées pour faire des meubles. Un certain nombre de ces ateliers ont été récemment étudiés par Germán Rodríguez dans un article du livre Artifices idóneos. On peut citer l'exemple de la Casa del Mitreo à Mérida et celle de Cañada Honda à Itálica, voisin l'actuelle Sevilla. Dans ce cas, ce sont boutiques, ateliers où l'artisanat devait vendre sur place des articles. Tous les autres ateliers hispaniques que nous voyons dans l'écran se trouvent dans des espaces domestiques où la production pourrait avoir été destinée à la maisonnée plutôt qu'à la vente. Venons maintenant à la filière du textile, qui est toujours le parent pauvre des recherches archéologiques parce que le tissu ne laisse pas de traces et parce que des étapes essentielles comme le filage ou le tissage ne le sont pas beaucoup plus. De célèbrer l'artisanat du textile suppose le plus souvent de recenser
recenser les personnes des métiers à tisser et de réparer les teintureries et les fouleries. Dans le cas de l'industrie du textile, nous devons parler de Carmen Alfaro, de l'Université de Valencia. Ce chercheur est une référence internationale sur la filière textile, étant en grande partie responsable de l'organisation et d'édition des colors Purpura Vestes, liées à l'étude de ces métiers dans l'Antiquité et que nous pouvons voir les 5 éditions dans l'image, la publication de ces éditions. Cette voie, la recherche des teintureries et des fouleries, a été suivie par Alejandra Oscatescu en 1994, qui n'avait trouvé alors que 2 teintureries, une à Torreblanca del Sol, à Malaga, ici, et l'autre à Ubulculo, Jaén, dans l'intérieur de la Bétique, et des fouleries attestées non par des vestiges archéologiques, mais seulement pour des mentions épigraphiques. Jusqu'à présent, nous ne connaissons rien de plus. Les travaux de García Vargas, Darío Bernal, Carmen Alfaro et Costa ont permis de localiser quelques sites de teintureries de pourpre grâce à la présence d'amas de murettes concassés. Mais seulement 2 de ces installations ont été fouillées dans la péninsule ibérique. Une dans la ville de Barquino, que nous verrons après, et l'autre dans le faubourg de la ville de Complutum, dans le voisinage de Madrid. Bien entendu, comme partout ailleurs dans le monde romain, ce sont les ateliers de potiers qui sont les mieux connus car ils utilisent de grands fours et produisent des objets non recyclables et qui se conservent éternellement. Une étude de José Juan Díaz a pris en compte un grand nombre d'ateliers de potiers dispersés sur tous les territoires d'Hispanie. Ici, l'atelier des potiers urbains que nous trouvons à ce moment dans la péninsule. On remarque qu'outre des ateliers dispersés dans la campagne, il existe de nombreux autres dans les villes. Par exemple, à Lucus Augusti, Cartagonova, Elo, ici, Baetulo, Mérida et Tritium Magallum. Dans cette dernière ville, on produisait des céramiques ciselées, mais l'organisation est très mal connue, au point qu'on ne sait où se situaient les ateliers par rapport aux limites de la ville. Ces fabriques de poterie urbaine montrent qu'il faut nuancer l'image traditionnelle qui assigne ces industries hors des villes, notamment dans le faubourg. Cette localisation reste dominante, comme nous verrons pour la ville de Barquino, mais elle n'est pas universelle, pas plus qu'ailleurs. En Gaule, on connaît des ateliers de Poitiers en ville comme à Aix-en-Provence ou Lyon, ou immédiatement hors des remparts comme à Fréjus. À Pompéi, les 2 ateliers connus en 79 après Jésus-Christ sont l'un à l'intérieur des remparts et l'autre à la sortie nord-est de la ville. Il n'y avait donc aucune autre règle que l'opportunité de la disponibilité des locaux. La ville, qui dans l'état actuel de la documentation illustre le mieux le phénomène des ateliers urbains, est celle de Lucus Augusti, située dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, ici, au nord-ouest, mais à l'intérieur. Dans cette ville, on trouve au moins 20 ateliers de Poitiers destinés à l'élaboration de poteries communes et spécialement de plats enrobés caractéristiques. Le plus ancien de ces ateliers remonte au 1er siècle. La plupart datent de l'Antiquité tardive, mais cette disproportion est probablement due à un hasard de fuite. Dans ces cas, Lucus Augusti serait peut-être tout au long de l'Empire une ville spécialisée dans la production de poteries. Nous faisons l'installation dans les villes. En résumé, sur l'archéologie des installations artisanales en Espagne, nos lacunes sont bien plus grandes que nos acquis. Des panetières de l'industrie restent mal connus.
Le textile, comme il est habituel pour des raisons évidentes de conservation, mais aussi la métallurgie, ce qui est anormal. Ce qu'on voit montre une prédominance des industries alimentaires, production de vin, d'huile et de conserves de poissons, c'est-à-dire les trois produits qui sont, avec les métaux, emblématiques des exportations espagnoles connues par les sources anciennes et la distribution des amphores. L'archéologie reflète donc une réalité connue par ailleurs. Mais on ne sait pas assez pour déterminer si telle ou telle ville avait un rôle de producteur de viande exportée dans des régions proches ou lointaines. C'est sûrement le cas de Baello ou de Troia, avec le roi installation des salons urbains. Ce pourrait être le cas de Lucus Augusti pour les poteries et de Baleares pour les laines teintées en pourpre. Mais dans la plupart des cas, l'artisanat urbain semble destiné à alimenter uniquement la ville et sa campagne. On peut commencer à répondre à ces questions en étudiant, pour finir, le cas de la ville de Barcelone. Le travail que nous présentons se fonde sur la carte archéologique de Barcelone. C'est un outil documentaire accessible online où sont rassemblées toutes les informations anciennes ou récentes et le rapport relatif à l'archéologie urbaine de cette ville. La Colonia Julia Augusta Faventia Barcino, c'est une fondation augustéenne autour de l'an 10 avant Jésus-Christ. Son économie est directement liée à la production et à la commercialisation du vin de la région. Cette vocation vinicole de la ville se maintiendra tout au long de l'époque romaine, comme nous verrons. Là encore, c'est une petite ville de 10 hectares établie ex novo pour mener des investigations sur l'activité économique de cette ville à l'époque romaine. Nous rencontrons les difficultés typiques des villes antiques qui ont été habitées jusqu'à nos jours. Les fouilles sont peu attendues et sont compliées par une grande succession stratigraphique qui limite formant les connaissances sur les premières phases de la ville. Malgré cette difficulté, nous avons pu recenser 45 installations de production dans la ville, grâce à l'exploitation intensive de la carte archéologique online qui est disponible sans restriction sur le site web que vous voyez dans l'écran. L'étude que nous présentons s'inscrit dans la longue tradition des études d'économie sur la ville de Barquino. En 1991, Julia Beltrán a proposé une relecture des vestiges de la Plaza del Rey et elle a identifié une teinturerie, une foulonica, une cuve de salason de poissons et une cave dans le sous-sol de la ville actuelle de Barcelone. L'enquête que nous avons menée a décelé un grand nombre d'installations vinicoles matérialisées par des pressoirs et déchets qui se succédant au cours des 3 premiers siècles de notre ère dans les faubourgs de la ville. Ici, nous le voyons. Dans les faubourgs de la ville. Ensuite, à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, il apparaît aussi dans l'intérieur de la ville. Associé à la nécessité par la viticulture, l'industrie de la poterie, en particulier la fabrication des amphores à vin, fut aussi très florissante. Dans la ville même, on trouve plusieurs complexes artisanaux, ici nous le voyons, dont une boulangerie. La boulangerie de la rue Avignon a été réparée grâce à un nouvel examen des vestiges fouillés en 2000 et 2004. Il s'agit d'une petite installation urbaine située dans une zone périphérique de la ville antique. Ici, nous le trouvons. De la ville antique. On a dégagé une maison et le reste de l'interballon de la ville, qui est occupé dans la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ par un fort à peine. Sur cette image, vous pouvez voir le vestir mis au jour. On voit 3 pièces qui sont interprétées comme triclinium et cubiculum et l'interballum.
ici, la rue qui longe intérieurement le rempart. Cet espace était à l'origine une rue à portique, mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, son statut public est abandonné et on y installé un atelier doté d'un grand four. Ici, nous voyons le four. Il n'y a pas de lien apparemment entre la maison et la boulangerie, au moins dans le secteur excavé. Il s'agit de l'heureuse d'un four à surface d'irée quadrangulaire avec une structure circulaire interne. Le four présente une chambre de combustion de 2,5 mètres de diamètre et il conserve aussi en partie, nous voyons ici le fond, en partie de la sole. Nous constatons une meule dormante des moulins à farine réutilisée comme récipient. Ici, nous le voyons. Ici, c'est l'heureuse ancienne, plus antique de l'intervalle. La réutilisation des moulins usage comme récipient est habituelle dans les boulangeries de Pompéi, comme le montrent les recherches de Nicolas Montex. Ici, le parallèle. Il existe de nombreux exemples de leur utilisation comme réservoir d'eau ou cendrière, comme nous le voyons dans la Casa de Castiamanti à Pompéi. Le mel d'Avignon se correspond à la partie fils du moulin à sang fait en rose volcanique des carrières d'Orvieto. Ici, nous voyons les pièces. Il indique que la boulangerie devait comporter dans la zone non fouillée une meinerie selon une association fréquente à Pompéi ou à Ostie. Outre les mels de la rue d'Avignon, 3 autres ferments de moulins à farine ont été retrouvés dans la ville de Barquino. Un provient de la domus appelée San Honorat, ici, dans la zone centrale de la colonie, et les 2 autres sont issus de l'intervention de la Plaza del Rey. Dans cette dernière fuite, l'un des moulins a été réutilisé dans la muraille de l'Antiquité tardive et l'autre apparaît réutilisé comme conteneur dans l'atelier de salaison des poissons que nous pouvons voir dans l'image. Les analyses de Vassal montrent que les meules ont été extraits de la carrière d'Orvieto et qu'elles ont été importées par bateau. Pourtant, il existe de nombreuses carrières de meules en Espagne, comme vient de démontrer la thèse de doctorat de Timothy Anderson, qui a recensé plusieurs certaines des carrières de meules, beaucoup déjà utilisées à l'époque romaine. Il ne fait pas de doute que la vocation économique première de la ville de Barquino est liée à la production et à la commercialisation de vin, en particulier depuis sa fondation jusqu'à 2e siècle après Jésus-Christ. La production commerciale du vin de la province tarraconaise est très bien connue par l'étude de ces amphores. Essentiellement, l'amphore pasqualin pour approvisionner le marché gallois et l'amphore Dressel de 4 pour le marché de Rome. Dans les cas de la ville de Barcelone, il existe des installations pour l'élaboration de vin antérieures à la fondation de la colonie. Nous avons localisé des exploitations vinicoles en rouge, ici en rouge dans le plan. Antérieures à la fondation, nous avons localisé des exploitations vinicoles dans divers points de ce qui allait être la ville de Barquino, ainsi que la présence de poteries liées à la production d'amphores depuis le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, les poteries en brun. Beaucoup de ces sites de production continuaient de fonctionner au moment de la fondation coloniale. Ainsi, la fondation de Barquino ne modifie pas le base de l'occupation du territoire ni de l'économie de ces régions. Durant l'époque augustine, les installations vinicoles républicaines continuaient de fonctionner. Comment elles dépendant de la fabrication de l'amphore, ce qui explique la construction d'un quartier de potiers extramuraux à 800 mètres de la muraille. Ici le son urbain de Barquino. Dans ces quartiers artisanaux, nous avons identifié jusqu'à présent 5 ateliers de potiers.
Le plus connu de ces ateliers est celui situé dans la rue Princesa. Dans cette installation, on a mis au jour un four et différents espaces liés à l'activité de la poterie. Cet atelier était consacré à la production d'amphores binaires Pasqua 1, E de Ressel de 4, mais il produisait aussi des poteries communes, que nous pouvons voir dans l'image, des matériaux de construction et des peçons de métiers à tisser. La fabrication d'un grand nombre de points du métier à tisser dans les ateliers de Barquino indique l'importance de l'industrie textile dans cette ville, dont on trouve une autre écho dans la teinturerie et la foulerie de la Plaza del Rey. Parmi les installations vinicoles suburbaines, il faut souligner l'importance de celle de la Villa de la Sagrera, car il permet de suivre l'évolution de la production de vin. Le plus ancien chai date de l'époque augustéenne, ici, et il comporte des pressoirs à l'évier. Vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, ce cave est remplacé par une grande installation, ici nous les voyons, avec 100 pressoirs, ici, à l'évier évi de la plus récente technologie. Puis, dans un moment encore indéterminé, la production fut réduite et elle fut concentrée dans une unique pressoir située dans les lacuses, c'est-à-dire la cuve de récupération du jus de raisin de l'installation précédente. Ici, le dernier pressoir. Durant l'Antiquité tardive, nous constatons la continuation de la production de vin dans le village du Faubourg et l'apparition des pressoirs dans l'intérieur de la ville où nous trouvons au moins 4 installations de pressoirage. Ici, nous trouvons les installations de pressoirage dans la ville. L'une est clairement liée à la viticulture et les 3 autres n'ont pas d'éléments qui nous permettent de déterminer les produits transformés. Si nous nous concentrons sur l'espace intramuros de la ville de Barquino, nous sommes jusqu'à maintenant à mesure d'identifier des quartiers artisanaux, l'un de San Miquel et l'autre de la Plaza del Rey. D'abord, les complexes de San Miquel, ici, fouillés dans les années 1960, qui se trouvent au centre de la colonie romaine. Dans ces quartiers, il existe 7 bâtiments dont l'interprétation fonctionnelle est difficile. Il s'agit d'ateliers de têtes différents qui ouvrent sur la rue, sur le de rue. Leurs sols sont recouverts de mortiers de toileaux et ils comportent des coupes et des égouts. Les fonctions peuvent être multiples et les vestiges sont actuellement enterrés et partiellement détruits et nous ne pouvons plus faire d'analyse sur les structures. En absence de description des décès, on manque d'indices pour se prononcer sur leur destination. Le second noyau d'artisanat est situé dans le secteur nord-ouest de la ville. Ces restes sont conservés ici, dans les sous-sols de la Plaza del Rey, où se trouve le musée d'histoire de Barcelone. Comme dans les cas précédents, c'était un fût ancien, mais dans ce cas, la conservation des vestiges sur place a permis d'effectuer des analyses biochimiques. Ce qui a conduit à Julia Beltrán à interpréter les ateliers comme une teinturerie, ici, une foulerie, une installation de salason et une installation vinicole. La teinturerie et la foulerie sont construites dans la seconde moitié du Xe siècle après Jésus-Christ et leur conservation est de très mauvaise qualité. Les estaces de foulées elles-mêmes ne sont pas préservées, mais la découverte de divers produits tels que l'urine, la cendre, le bleu égyptien peut indiquer cette fonctionnalité. De l'autre côté de la rue, qui sépare le deux insulae, où ces quartiers artisanaux se développent, on trouve une installation de salason de poissons construite au IIIe siècle après Jésus-Christ, ici dans l'image. Les bassins sont situés dans un cours intérieur, nous voyons les reconstructions, et des dolias, ici, servaient pour stocker les produits qui étaient en vente dans la boutique ouverte dans la rue.
Une dernière structure productive découverte à la Plaza del Rey est un pressoir avant daté du début du IVe siècle après Jésus-Christ. Cet orcularium dispose de 3 cuves reliées à la zone des fouloirs pressoirs située au nord-est, un cellier très exceptionnellement bien préservé et qui montre les typiques dolias de fossa rares enterrés dans le sol caractéristiques de cette région. Cette cuve est enterrée dans le complexe épiscopal de la ville à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, suivant un processus de concentration de la propriété rurale entre les mains de l'Église que nous avons vu déjà dans le cas de Valencia. En conclusion, nous pouvons avancer. L'archéologie de la production commence à être sérieusement prise en considération en Espagne et au Portugal. Il y a un fort présent des installations de vignes et d'huile dans les villes, le plus souvent dans les faubourgs, mais aussi intramuros. On trouve également des secrétariats rompant avec l'image traditionnelle qui a placé des industries urbaines seulement à l'extérieur de villes. Les ateliers de potiers qui fabriquent, entre autres, le conteneur nécessaire à l'expédition de l'huile, du vin, des salaisons et des sauces de poisson, peut être eux aussi dans la ville ou dans ses savoirs immédiats, un phénomène que l'on constate aussi dans les villes de rôle narbonnaises telles que Marseille ou Fréjus. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, les témoignages de la production de verre en milieu rural, en milieu urbain se multiplient. Mais il faut poursuivre les recherches pour savoir s'il s'agit d'une argumentation en soi ou bien d'un emplacement des ateliers de la périphérie vers l'intérieur de la ville. Les ateliers du travail de l'eau sont généralement situés dans les contextes domestiques, mais il existe quelques cas d'artisanat spécialisé. Pratiquement, nous ne disposons d'aucune information sur les industries du textile et de la métallurgie dans les contextes urbains. C'est sur ces domaines pourtant essentiels qu'il faudrait faire porter l'effort désormais. Je vous remercie de votre attention. Merci.